Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier webinaire de l'année 2022. Toutes les équipes Quintessence et plus largement du groupe Plural vous souhaitent une très belle année pleine de bonheur et surtout de beaux projets. Et personnellement, je commence très très bien l'année puisque j'ai la chance d'avoir avec moi Claire Pouget. Bonjour Bonjour. Claire, qui est Bonjour. notre directrice Quintessence en région Auvergne. Et aujourd'hui, on en parle souvent, mais on va parler fiscalité, puisque l'Assemblée nationale a adopté en fin d'année, le 15 décembre, le projet de loi de finances 2022. Et du coup, on va décrypter un petit peu toutes ces lois qui ont été prises par l'Assemblée avec Claire. Alors, Claire va tout vous expliquer pendant une petite heure. Et si vous avez la moindre question, alors je sais qu'il y a peut-être des habitués parmi nous, la plateforme a changé, mais vous avez un onglet questions, un onglet dédié pour poser toutes vos questions, toutes les questions que vous posez en matière de fiscalité. Et Claire et moi y répondrons à la fin de son intervention. Voilà. Eh bien, écoute, Claire, je te laisse la parole. Merci Mélanie. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année aussi et vous présente tous mes meilleurs vœux. J'avais terminé un webinaire au mois d'octobre sur quelles étaient les dernières solutions pour baisser sa fiscalité avant la fin d'année. Je redémarre l'année 2022 avec ce sujet qui me tient à cœur aussi sur les nouveautés fiscales, ce qui a été maintenu, ce qui a été modifié, ce qui va perdurer, vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Et puis tout en se disant que nous sommes au 14 janvier et que là au moins nous avons toute l'année 2022 pour interagir et trouver des solutions ensemble. Déjà, petit point sur les montants, sur qui est concerné aussi. Donc, l'impôt sur le revenu 2022, les nouvelles mesures, déjà parlons en chiffres, on est sur 39,3 millions de contribuables concernés, donc qui font des déclarations d'impôt, et sur cette personne-là, 17,6 millions éligibles au paiement de l'impôt sur le revenu, avec un montant moyen de l'impôt sur le revenu en France estimé pour 2022 à 4 520 € par foyer fiscal. Donc, c'est vrai que on a un large panel de concernés pour regarder sur ces 4 520 € qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, revoir avec vous un petit peu le schéma de calcul, parce que pour qu'on trouve une solution, il est important aussi en amont de vérifier comment tout ce calcul est effectué, que ce soit entre les revenus déclarés, revenus d'activité nette, les pensions, les retraites également, n'oublions pas tous nos indépendants et chefs d'entreprise aussi de par les BNC, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles. Avec des charges ouvrant à réduction, des abattements en fonction du quotient familial, des personnes à charge, pour en arriver à un impôt brut sur lequel du coup va mouliner tout un impôt donc du coup progressif que je vais vous montrer derrière, parce que chaque année, il y a un changement sur les montants des tranches marginales d'imposition, très important, qui évoluent toujours à la hausse de quelques petits pourcentages, mais qui ont été revalorisés encore sur cette année 2022. Et sur cet impôt brut, du coup, là où va s'appliquer les décotes, les réductions, les crédits d'impôt. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une multitude de niches fiscales qui existent dans notre pays. Donc, reprendre un petit peu avec vous les plus importantes, celles qui ont un impact, on va dire, les plus pertinents, qui sont maintenues, et puis aussi des petites nouveautés qui vont arriver sur cette année. Déjà, les nouveaux montants de revenus imposables avec en face les tranches marginales d'imposition. Pas de changement sur les tranches, on est toujours sur 5 tranches existantes, 0, 11%, 30%, 41% et 45%. Pour rappel, on avait eu au 1er janvier 2020 le changement de la tranche de 14 qui était passé à 11. On reste sur ce même schéma cette année. On a par contre une petite évolution du coup en termes de montant qui est environ de 2,5%. Donc voilà, vous pouvez voir les tranches sur la gauche en dessous de 10 225 où on est sur une tranche à 0. Et après, on passe sur le barème progressif de l'impôt. Donc entre 10 225 et 26 070, 11%.
Entre 26 070 et 74 545, 30%. Entre 74 545 et 160 336, 41 et 45% au-dessus. Donc voilà ces nouvelles tranches sur ce barème de l'impôt sur le revenu 2022. Je rappelle bien qu'on est sur un schéma progressif. Donc si par exemple vous êtes sur un revenu imposable de 50 000 euros, tout ne sera pas à 30% bien entendu et vous bénéficiez de chaque ligne qui est en suspens en dessous. Les niches fiscales, toujours deux grandes familles. Je tiens à le rappeler parce que c'est toujours d'actualité. Donc, on est vraiment en scindant une famille fiscale immobilière de par de l'investissement locatif notamment, que ce soit en direct ou en collectif. On le reverra après. Et les niches fiscales mobilières, où là, on entend plutôt placement mobilier pour justement interagir sur votre impôt. Trois grands principes pour réduire notre impôt brut, la déduction, la réduction, le crédit d'impôt. Donc, c'est trois choses importantes, sachant que les 10 000 euros de niche fiscale sont toujours d'actualité sur 2022. Sachez qu'on ne pourra pas excéder 10 000 euros d'avantage fiscal par foyer fiscal par an. De par ce fait, je voulais vous rappeler comment interagissaient les trois façons de payer moins d'impôts. Du coup, la déduction, elle va directement baisser le revenu net imposable. Donc, forcément, il y aura un impact sur l'impôt net, mais de manière très indirecte. Quant à elle, la réduction d'impôt, elle va venir baisser le montant d'impôt brut à payer. Et le crédit d'impôt, tout comme la réduction, va interagir sur le montant brut à payer, sauf que, petit cadeau supplémentaire, si le crédit d'impôt excède le montant d'impôt, l'administration fiscale va vous rembourser la différence. Donc, je vous réexpliquerai des cas typiques de qu'est-ce que la réduction, qu'est-ce que le crédit d'impôt, notamment dans la vie quotidienne, qui peut tout nous concerner, que ce soit les frais de garde des enfants, que ce soit des dépenses dans la résidence principale ou autre. Mais gardez bien en tête ces trois façons de payer moins d'impôts: déduction, réduction, crédit d'impôt. Et crédit d'impôt interviendra toujours en dernier. On garde bien ça en tête, c'est-à-dire que si on fait de la déduction, on fait de la réduction et que, on a un crédit d'impôt qui intervient, il ne sera jamais perdu. Donc, le surplus vous sera remboursé par virement en général en fin d'année par l'administration fiscale. Les nouveautés fiscales 2022. Venons dans le vif du sujet. Je ne sais pas si, ça c'est tout nouveau, hein, ça a été voté au mois de décembre. Le crédit d'impôt mensuel. Donc, plutôt côté bonne nouvelle pour tous les particuliers employeurs qui pourront désormais toucher chaque mois leur crédit d'impôt. Donc, en gros, j'ai envie de vous dire, c'est comment diviser par deux la facture grâce au crédit d'impôt mensuel. Donc, la grande nouvelle 2022, au rayon impôt sur le revenu, en fait, les quelques 4,2 millions de particuliers employeurs profitant chaque année du crédit d'impôt emploi à domicile ont désormais la possibilité de basculer d'un crédit d'impôt annuel à un avantage mensuel. C'est-à-dire qu'en clair, au lieu, c'est ce que je vous ai noté, d'être remboursé de 50% des frais ou des salaires engagés pour cet emploi à domicile, avec un an de décalage, ce qui était le cas au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir immédiatement réduire la facture ou le salaire par deux. Le crédit d'impôt, du coup, devient mensuel, évite toute avance de frais et l'État complétant la seconde moitié à régler. Je vous ai mis un petit exemple derrière. Donc, ce crédit d'impôt immédiat, il a été expérimenté à Paris et dans la région Nord l'année dernière, du coup, pour être vraiment généralisé par tous les utilisateurs du service CESU dès 2022. Il est vraiment généralisé là. Donc, dès ce mois-là, dès janvier, pour les particuliers passant par la plateforme CESU, et au deuxième trimestre pour les particuliers passant par une société ou association prestataire de services à la personne. Donc là, vraiment, vous avez le côté où vous déclarez 500 € de salaire net pour un emploi à domicile. L'URSSAF, il y a Nous avons une petite coupure. Je pense que ça va pouvoir se reconnecter. Désolée, parce que c'est tout imprévu. Nous avons dit là, nous avons dit la même chose, une première question.
Depuis, nous avons un peu de question, c'est juste à préciser un petit peu. Vous avez besoin à faire, effectivement, de 5 minutes, ça peut remplacer. Désolée, j'ai dû avoir Ouais, me revoilà. Bienvenue parmi nous, à nouveau. Oui, désolée. Alors, ça s'est coupé d'un coup. Peut-être que le réseau, voilà, on est sur une installation de fibre dans pas très loin, mais donc me revoilà. Pardon, je ne sais pas exactement où ça a coupé, si on était sur l'exemple concret. On va reprendre sur l'exemple concret, je pense. Voilà. Donc, du coup, donc voilà, sur les déclarations donc, de 500 € de salaire net pour un emploi à domicile, donc l'URSSAF y ajoute 250 € de cotisation sociale. Grâce à l'avance immédiate du crédit d'impôt, et ben, le salaire brut de 750 est divisé par 2. Donc l'URSSAF, du coup, dans cet état de droit, ne prélève que 375 € sur votre compte et verse directement les 500 € de salaire net à l'employé à domicile. Donc, ce côté, voilà, emploi à domicile, bah, comment diviser la facture par 2 grâce au crédit d'impôt mensuel? Là, on va dire que dès janvier, les particuliers employeurs, utilisant la plateforme CESU, peuvent réclamer ce nouveau service d'avance immédiate directement sur le site. Donc ça, c'est disponible dès aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas encore au courant de cette nouvelle mise en place de versement de crédit d'impôt. Cette avance immédiate, pour l'instant, elle va concerner que les emplois à domicile de par les CESU. Sachez qu'elle va être élargie aux parents employeurs qui passent par page emploi. À partir, normalement, ils annoncent ça début du 2e semestre 2022. Donc, on devrait également, tout parent qui passe par page emploi pour la garde des enfants pourront également bénéficier de ce crédit d'impôt mensuel. Ensuite, quant aux nouveautés arrêtées, on va dire que taxe d'habitation, ça y est, nous y sommes. On est sur l'ultime année de paiement de la taxe d'habitation pour la résidence principale et peu importe qui est concerné. Donc voilà, l'année 2022 est vraiment la dernière année en termes du paiement de la taxe d'habitation sur les 20% des foyers français les plus aisés. Pour les autres, elle était déjà qu'un lointain souvenir, ça c'est certain, parce que pour rappel, pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d'habitation a été supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30% en 2018, puis de 65% en 2019. Donc là, voilà, c'est la dernière année. Par contre, je veux juste mettre un petit point supplémentaire. À noter que tout ce qui est indice des prix à la consommation, notamment l'inflation annoncée sur ce début d'année environ de 2,8% sur les 12 derniers mois, voilà, on peut noter et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions sur l'augmentation des taxes foncières. On va dire que c'est un petit peu ce qui est annoncé aussi en mauvaise nouvelle sur 2022. Mais voilà, l'IPCH, qui est l'indice des prix à consommation harmonisé, elle a augmenté de 3,4% sur 2021. On est sur tous les indices de valeur locative aussi. Tout ceci a forcément une répercussion dans le calcul de la taxe foncière. Donc, on est sur une augmentation attendue entre 4 et 6% en fonction des départements et des régions sur cette cotisation annuelle de taxe foncière. Ensuite, les dons. Donc, on avait eu une belle surprise l'année dernière sur des augmentations de plafonnement, de réduction d'impôts sur les dons, notamment suite au dispositif Coluche qui avait été créé de par les Restos du Cœur avec une défiscalisation sur les dons versés aux associations. On va déjà distinguer deux dons spécifiques. Le premier, celui qui est présent sur le bagage là, les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté. Donc là, on va être sur des organismes qui assurent la fourniture gratuite de nourriture, qui favorisent le logement de personnes en difficulté. Tout versement bénéficie d'une réduction d'impôt correspondant à 75% des dons versés. Si je vous donne en exemple des choses qui reviennent souvent, mais au moins c'est parlant, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Secours catholique. Comme vous voyez, on a 3 exemples dont la définition au-dessus correspond tout à fait. Et donc 2022, du coup, annonce le prolongement de l'amendement Coluche. Cet amendement, il avait été adopté le 12 novembre dernier en projet de loi de finances pour 2022. Et du coup, le plafond de la réduction d'impôt a été augmenté,
quasiment doublé. Le taux reste à 75%. Par contre, le plafond a été porté de 546 € à 1 000 €. Il avait été mis en place cette fin d'année en raison de la crise sanitaire et économique. Et puis voilà, pour continuer de favoriser aussi les versements des contribuables et des particuliers en faveur de ces organismes qui viennent en aide à tellement de personnes. Et les deuxièmes dons concernés sont, eux, les dons aux associations d'utilité publique, où là, on va être sur une augmentation du taux de réduction. Jusqu'au mois de juin de l'année dernière, 66% des sommes versées aux associations d'utilité publique ou d'intérêt général pouvaient être déduites du montant de l'impôt sur le revenu, mais avec une limite de 20% du revenu imposable. Là, je vous ai donné 2 autres exemples d'associations d'utilité publique où on est sur Greenpeace, Handicap International, mais également des centaines d'autres existantes sur des multitudes de personnes concernées et de secteurs d'activité. Et sachez que le taux de la réduction d'impôt est porté à 75% au lieu des 66% pour tout don effectué, comme je vous disais, depuis le mois de juin de l'année dernière jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc voilà, deux prorogations qui sont quand même sur des bonnes choses en termes et de plafond et de taux de réduction. Et sachez aussi que quand le montant des dons dépasse la limite de 20% du revenu imposable, parce que voilà, on ne veut freiner personne, notamment sur des dons, sur des bonnes œuvres comme ça, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes. Et puis, l'administration fait ça bien, c'est-à-dire que si le contribuable renouvelle ses dons l'année suivante, les excédents reportés vont, eux, être prélevés en premier, la règle étant, bien entendu, la priorité de l'ancienneté du don. Pardon. Comme ça, au moins, voilà, ça, on reste sur une prorogation sur 2022. Ensuite, il y avait eu quelque chose aussi qui avait été évoqué en 2020 par Gérald Darmanin, qui à l'époque était encore ministre des Comptes publics, où il avait annoncé vouloir ouvrir une concertation pour du coup permettre le pré-remplissage des dépenses fiscales consacrées aux dons. Donc là, c'est la petite partie qui continue ce que je vous ai dit avant sur l'amendement Coluche. Objectif, ça devait être expérimenté en 2021 et généralisé en 2022. Alors après, aux dernières nouvelles en consultant les comptes publics et autres, le dossier était en train d'avancer puisque les organismes bénéficiaires de dons sont désormais soumis à une obligation de déclarer le montant global des dons perçus chaque année, ainsi que le nombre de reçus fiscaux délivrés. Donc ça, de toute façon, eux déjà, cette année, ils vont avoir l'obligation de déclarer. Par contre, on est sur un autre sujet, sur le pré-remplissage, vraiment sur la déclaration de revenus, pour si chaque contribuable aura déjà sa somme, on va dire, pré-remplie, il aura juste à la valider quand on fera la déclaration d'impôt. Pour l'instant, techniquement, ça n'a pas abouti à ce stade-là, mais sachez que c'est censé être une généralisation qui se fait sur 2022 pour un pré-remplissage de l'année prochaine. En tout cas, voilà, ça avait été annoncé, ce ne sera pas encore d'actualité cette année. Parlons investissement locatif. On entend beaucoup parler du dispositif Pinel. Est-ce qu'il est reconduit? Est-ce qu'il n'est pas reconduit? Est-ce que les taux changent? Quelles sont les dates? On entend parler du Super Pinel, du Pinel Plus. Donc voilà, c'était l'objectif ici de faire un point sur l'actualité de ce dispositif immobilier qui s'applique aux investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2024. Donc, pour rappel, on est sur un investissement locatif dans le neuf qui a pour objet d'être la résidence principale du locataire, avec une réduction d'impôt calculée sur le montant d'un bien immobilier investi en TTC, plus des frais de notaire. Si on prend une base de calcul de 200 000 €, clairement, chaque année, la réduction d'impôt pour l'investisseur sera de 4 000 €. Donc, 2% de réduction par an, au jour d'aujourd'hui, sur 6 ans, possibilité de proroger jusqu'à 9 ans, soit un cumul possible de 18%, si on parle d'optimisation. Et également possibilité de proroger jusqu'à la 12e année avec 1% entre la 10e, 11e et 12e année. 12e année, fin du dispositif. On est sur un dispositif immobilier qui rappelle et qui prend en considération
plein de thématiques qui sont propres voilà, à nos contribuables et à nos investisseurs, c'est-à-dire baisser l'impôt, création d'un capital foncier, avoir une rentabilité élevée tout en assimilant ça à un risque faible, parce qu'on est sur de l'investissement pierre, vraiment avec un bien immobilier en direct, et avec des portes de sortie qui, du coup, je voulais vous faire une échelle du temps et vous montrer tout ce qu'il était possible de faire, qui avec des portes de sortie qui sont multiples. Donc, c'est voilà, la revente d'un bien immobilier, mais également la conservation du bien, parce que continuer à faire du locatif avec un objectif de complément de revenus, un objectif de préparation à la retraite, mais également un objectif de transmission, de démembrement, de montage de SCI familial, de tout ce qui va être SARL de famille, transformation du bien en location meublée, résidence secondaire, conservation du bien, Airbnb, voilà, plein de choses possibles. Néanmoins, voilà, bien qu'il soit reconduit jusqu'en 2024, comme je vous ai dit auparavant, 2022 sera la dernière année pour investir avant que les taux de réduction ne soient revus à la baisse. Le dispositif Pinel, je voulais également rappeler le pour qui et vraiment qui était concerné. Donc, on est voilà, tout contribuable français domicilié en France qui a une volonté de diminuer son imposition, tout investisseur qui a une capacité d'emprunt ou de l'épargne à investir, et toute personne intéressée par le marché du neuf et ses garanties. Parce que les opérations concernées vont être celles-ci. L'achat d'un logement sur plan en VFA, l'achat d'un logement neuf achevé qui n'a jamais été habité ni utilisé, la construction d'un logement, l'achat d'un local achevé avant d'en faire un logement. Et depuis le 1er janvier 2021, le dispositif s'est vraiment recentré sur des immeubles collectifs. Il n'est plus possible d'investir, par exemple, dans une maison individuelle comme ça pouvait être le cas jusqu'à fin 2020. Je voulais rappeler aussi les garanties qu'il y a dans un logement en VFA qui présente plus de garanties que l'acquisition d'un bien dans l'ancien. Donc, nous avons toutes les garanties financières d'achèvement, garantie de remboursement, garantie de parfait achèvement, isolation phonique, bon fonctionnement des équipements et également garantie décennale. Des plafonds à respecter qui, eux, sont toujours en place, mais des plafonds qui n'ont pas encore été mis à jour, notamment les plafonnements de loyer et des ressources de locataires. Au 14 janvier, pas encore les nouveaux plafonds, je vous ai quand même remis les anciens, où on est sur une possibilité d'investir 300 000 € par année fiscale sur un ou deux biens. Respecter un zonage défini par l'État, la zone A bis, la zone A, la zone B1. Plus le temps passe, plus ces zones sont restrictives pour vraiment répondre à une carence en logement et sur des secteurs clairement délimités. Un plafonnement des loyers, je vous ai remis ceux de 2001, 3 distinctions en fonction des zones vues juste au-dessus. Plafonnement des ressources pour les locataires, j'ai voulu remettre un exemple parlant qui mutualise un petit peu tout ça. En zone B1, couple avec enfant, les revenus annuels nets ne doivent pas dépasser 50 233 €, soit 4 186 de revenus nets mensuels. Si on reprend sur la définition, ce sont les locataires à titre de résidence principale. On est sur cette logique de zone clairement définie. Quelqu'un dans une grande métropole, même avec ce niveau de revenu, ne pourra pas forcément prétendre à la propriété. Dernier plafond. Prix de vente à 5 500 € du mètre carré, celui-ci reste le même. Où, voilà, ça permet aussi de maîtriser un petit peu les prix et d'avoir des promoteurs qui soient en face avec le marché immobilier dans les villes évoquées. Je reviens sur ces fameux taux qui nous intéressent. Que va devenir le dispositif Pinel en 2023 et 2024? À quoi s'attendre? Eh bien déjà, deux distinctions. Le Pinel, comme on l'entend au jour d'aujourd'hui, va subir, a priori, je mets toujours une parenthèse parce que je le redirai en conclusion, mais avec des élections présidentielles sur cette année 2022, je peux que évoquer avec vous ce qui est en prévisionnel au jour d'aujourd'hui. Baisse des taux de réduction.
Durée d'engagement, 6 ans, 9 ans, 12 ans, ça ne change pas. Par contre, taux de réduction, comme vous pouvez le voir, qui vont être revus à la baisse. 2023, 10,5, 15%, 17,25, pardon, la petite virgule n'est pas, ce serait bien 1725, mais on est sur 17,25 de taux de réduction. Et 2024 avec également une baisse significative aussi, 9%, 12%, 14%. Ça, c'est la baisse des taux de réduction du dispositif comme on l'entend au jour d'aujourd'hui avec les définitions évoquées avec vous juste avant. Mise en place du super Pinel dès 2023. Là, si on est dans... On n'a pas encore l'éligibilité complète des biens, mais on devrait être sur des biens et des constructions qui sont soumises aux normes RE 2020. Donc là, on n'est plus sur la RT 2012 qui était en place jusqu'au jour d'aujourd'hui pour toutes les constructions neuves. On est sur la réglementation environnementale 2020, avec forcément de nouvelles normes, de nouvelles réglementations à respecter, et aussi avec une hausse des matériaux et une hausse des prix des biens immobiliers à envisager. Super Pinel 2023, ce dispositif permettra de garder les taux actuels du dispositif en place. Ceux que j'ai vus avec vous tout à l'heure, où on a encore les 2% pendant les 9 ans, donc 18%, plus les 1% de la 10e à la 12e année. Donc 2022, on va être vraiment sur la dernière année où le dispositif Pinel a les taux de réduction comme actuellement. 2023-2024, distinction. Pinel actuel avec une baisse des taux, super Pinel qui maintiendra les taux, mais avec une nouvelle réglementation à vraiment déterminer sur cette année-là, mais qui sera changeante avec des normes énergétiques plus poussées, avec des dépenses énergétiques à respecter en mode plus, vraiment. Je vais finir avec le Pinel, parce que je le vois, moi, je le vois tous les jours. C'est vrai que les investisseurs, le fait qu'il y ait cette baisse de taux qui, dont les médias parlent et qu'on entend un petit peu évoquer de partout, c'est vraiment quelque chose où on sent qu'il y a une demande de plus en plus. Ça rappelle aussi quand les anciens dispositifs sont arrivés à terme, les anciens dispositifs type Cellier, d'Europien, Borloo, Duflot. Donc, c'est vraiment le sens. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite. Les gens se le disent, il faut que je le fasse maintenant. Enfin, oui, bien entendu, parce que pour bénéficier de ces taux-là, c'est certain. Par contre, pas de stress non plus. On sera encore sur des taux de réduction qui seront importants. On est encore sur le fait d'utiliser sa capacité d'endettement, sa capacité d'emprunt. On sera toujours sur une niche fiscale qui associe tous les éléments positifs que j'ai évoqués avec vous avant, la transmission, la préparation de la retraite, avoir du complément de revenus, ça, ce sera toujours pareil. Donc, c'est vrai que oui, 2022 peut être cette année propice pour se pencher un petit peu plus dessus et vraiment avancer. Mais voilà, ce n'est pas le but de faire n'importe quoi non plus. En prenant n'importe quel investissement, sachez qu'il faut être accompagné vraiment. C'est vraiment en fonction de votre montant d'impôt, d'une trésorerie que vous êtes capable de mettre chaque mois. Donc, tout s'étudie. Et cette année 2022 doit, on va dire, pour les personnes qui se posaient déjà la question, mettre la puce à l'oreille, on va dire plus. Mais sachez que les années qui arrivent auront aussi de beaux éléments à mettre en place, de beaux avantages, notamment avec cette RE 2020 où on aura encore des biens à consommation énergétique encore plus poussée en termes de technicité. Parlons également financier et placement qui allient complément de retraite, complément de revenus et également déduction fiscale. Donc, le plan épargne retraite. Je voulais vous rappeler le fonctionnement caractéristique d'une solution qui va demeurer phare sur 2022. Donc, produit d'épargne à long terme, parce qu'on est, il faut l'entendre en termes de produits retraite, donc bloqué jusqu'à la liquidation de vos droits et jusqu'au départ à la retraite. Constitution du capital pendant la vie active,
Pas d'obligation de versement ou autre, mais par contre, je vais vous montrer quel est l'avantage fiscal d'effectuer des versements réguliers qui doivent toujours être en rapport avec votre fiscalité et vos évolutions, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse en termes de montant, évolution professionnelle, évolution de revenus. On est sur une souscription qui est ouverte à tous, vraiment, possibilité de bénéficier. J'avais déjà fait une présentation dessus, mais possibilité de bénéficier des déductions de ses enfants. Donc, souscription ouverte à tous, pas de condition d'âge ou de situation professionnelle, que ce soit quelqu'un de salarié, pas salarié. Voilà, on est sur un produit ouvert à tous, ou possibilité de sortie à la retraite en capital ou en rente. À savoir que c'est pareil, c'est quelque chose où il faut être accompagné pour vérifier la fiscalité. Parce que le capital peut être versé en plusieurs fois. Donc, des fois, à la retraite, plutôt que de tout avoir et que tout remonte au niveau de votre déclaration d'impôt, peut-être le lisser sur plusieurs années. Parce qu'on le voit en moyenne à la prise de retraite, le taux marginal d'imposition diminue quand même. Hein. Donc, autant bénéficier de cette baisse de tranche pour justement pouvoir récupérer son capital en ayant une fiscalité la plus souple possible. Et le capital, il peut être versé entre 4 et 5 ans maximum entre la date de prise de retraite et les années d'après. Les avantages d'ouvrir un plan épargne retraite individuel, tout simplement, et c'est là où ça a du sens par rapport à ce que je vous dis, c'est la possibilité de déduire les versements annuels de l'assiette de l'impôt sur le revenu imposable. Donc cet avantage, il va dépendre de votre statut, que vous soyez salarié ou TNS, travailleur non salarié, avec des plafonds de déduction différents. Pour les salariés, ça correspond à 10% des revenus professionnels dans la limite de 32 909 € et un minimum de 4 052. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais quand vous avez votre avis d'imposition, on va toujours avoir des petites lignes à la fin qui répertorient votre plafond retraite. C'est ça. Vous allez avoir les 10% de l'année en cours et vous allez même pouvoir récupérer les 3 dernières années fiscales pour effectuer un versement sur ce type de produit qui va permettre d'avoir une déduction sur votre revenu imposable en fonction de ce que vous allez déclarer dans l'année. Donc, un minimum, un maximum. Et sur les TNS, travailleurs non salariés, on a également un mode de calcul qui, lui, correspond à 10% de la fraction du bénéfice imposable, avec une limite également et un plafond. La sortie, avant de vous montrer un petit exemple vraiment de l'impact que ça peut avoir sur l'impôt brut, la sortie du plan d'épargne retraite, il est important parce que, voilà, je vous disais, partons du principe que c'est quelque chose dont on ne bénéficiera qu'à la retraite, clairement. Après, il y a toutefois des sorties anticipées, mais on est vraiment dans des cas d'accident de la vie. Donc, possibilité de débloquer avant la retraite en cas de décès du conjoint ou du partenaire de PACS, de l'invalidité du titulaire, de son conjoint ou partenaire PACS et de ses enfants, situation de surendettement, expiration des droits à l'assurance chômage, liquidation judiciaire de l'entreprise du titulaire. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des cas de sortie ici qui sont quand même, qui impliquent des situations qui impliquent une baisse de revenus ou on est sur une situation où, heureusement, on va pouvoir récupérer ce capital versé. Et depuis peu, donc les nouveaux plans épargne retraite individuels incluent également une porte de sortie qui est plutôt très intéressante puisqu'il s'agit de l'acquisition de la résidence principale. Je précise bien qu'il ne s'agit pas pour les primo-accédants, mais vraiment sur le côté acquisition résidence principale, même si nous sommes déjà propriétaires. À partir du moment où, dans votre plan de financement, le montant d'apport correspond au minimum au montant du rachat sur ce produit. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. On sait qu'aujourd'hui, un Français change en moyenne 4,2% de résidence principale au cours de sa vie. Donc, ça rajoute une porte de sortie qui n'est pas négligeable. Avantage aussi, je voulais vous parler des transferts, de prendre date sur ces nouveaux plans épargne retraite individuels. Beaucoup de contribuables ont déjà des plans épargne retraite ouverts à leur banque, à leur assureur depuis des années. Et l'objectif n'est pas de forcément transférer, clôturer, chacun a ses diversifications de fonds et ses performances.
Par contre, une prise de date sur un plan épargne retraite individuel, pour moi, est indispensable et les futurs versements aussi, notamment dû au fait que cette sortie peut être faite à 100% en capital. Les anciens plans épargne retraite, pour rappel, ne pouvaient être sortis qu'à 20% en capital et le reste partait en rente viagère. Donc, voilà, là, on était clairement sur un vrai produit retraite, puisque la rente viagère vous permettra un complément de revenu. Par contre, cette nouveauté de pouvoir sortir 100% en capital, si vous avez des projets ou autres à la retraite, on ne sait pas encore, ça laisse quand même une souplesse qui est non négligeable. Donc, une prise de date sur ces nouveaux produits, c'est très bien. Et également, vous faire une petite piqûre de rappel, je vous en avais parlé l'année dernière pour ceux qui étaient présents sur les transferts. Donc, l'avantage de ces plans épargne retraite, c'est qu'ils peuvent être transférés, il est déjà ouvert, et vous pouvez aussi prendre date sur un nouveau plan épargne retraite et transférer tout ce que vous avez d'existant dessus. C'est-à-dire tout ce qui est les PERCO, les P2E, déjà les plans épargne retraite déjà ouverts. C'est que des personnes ont eu plusieurs employeurs avec des produits retraite qui étaient ou facultatifs ou obligatoires qui sont existants, avec des petits montants dont on ne s'est jamais occupé quand on a quitté l'entreprise ou autre. Donc là, ne pas hésiter vraiment. Tout ce qui peut se transférer vers un PER, donc les PERP, qui étaient les anciens épargne retraite, les Madelins, les PERCO, les articles 83. Voilà, là, il n'y a aucun souci. La seule chose qui n'est pas possible, c'est tout transfert d'avoir détenu dans les P2E, plan épargne entreprise, voilà, ça, c'est pas autorisé. Par contre, ça vaut le coup, si on n'est plus dans l'entreprise, de remettre un petit peu le nez dedans et de réavoir un rachat de capitaux qui peuvent, eux, servir à une nouvelle diversification par la suite. La sortie du plan épargne retraite, parce que moi, je l'évoque avec vous comme un produit fiscal où chaque versement va venir en déduction de votre revenu imposable. Deux choses, où on utilise ces versements déduits du revenu imposable, auquel cas, à la sortie en capital, tout le capital va être soumis à l'impôt sur le revenu, comme je vous disais tout à l'heure, à vérifier, à lisser sur plusieurs années et à peut-être attendre une tranche marginale d'imposition un peu plus faible pour justement ne pas avoir double fiscalité. Si vous n'avez pas bénéficié de la déduction des versements pendant la durée du contrat, pas d'imposition sur la sortie en capital. Les gains et plus-values, eux, par contre, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique. Quant à la sortie en rente, deux choses également, où on n'a pas déduit les versements et on va être sur des rentes viagères à titre onéreux au régime fiscal, ou alors on va être sur quelque chose à titre gratuit. Donc là, ça permet, pareil, de ne pas avoir double fiscalité. Ce qui a été utilisé d'un côté où on bénéficie des avantages pendant qu'on est en activité, parce que nos revenus d'activité nous génèrent une imposition importante. Donc là, on va avoir cet avantage fiscal. Si on ne l'utilise pas pendant la vie du contrat, on va retrouver cet avantage en cas de sortie, avec une fiscalité beaucoup plus légère. Prenons ce cas de figure pour montrer vraiment quel est l'impact d'un versement plan épargne retraite. Sur quelqu'un qui, j'ai pris un exemple exprès de quelqu'un qui a 35 ans parce que je vois de plus en plus de monde tout régulièrement qui ont bien conscience que la retraite va être compliquée à se constituer et qui ont compris que plus elle se constituait jeune, plus ça permettait d'être serein dans le futur. Donc Camille, 35 ans, célibataire sans enfant, rémunération de 45 000 € net imposable, tranche à 30%. Le plafond, alors 6 219 € d'impôt sur le revenu à payer par an. Je voulais vous montrer le plafond du versement PER, donc 40 500, parce qu'on va enlever d'abord l'abattement des 10% ou les frais réels, et vous montrer, avec un gain fiscal en investissant, investissant tout ce qu'elle peut, c'est-à-dire les 10% de notre base de cette année, sur une tranche à 30%. Donc 1 215 € d'économie d'impôt. Donc clairement, si on part sur les 30 ans, Camille a 35 ans, si elle se projette sur 30 ans de cotisation, économie d'impôt de 36 450 €. Donc d'un côté, on va avoir un produit qui va capitaliser, parce que ça reste un produit d'épargne également, donc avec des fonds
des fonds euros, des fonds immobiliers, des fonds boursiers, peu importe la diversification, mais ça va faire des petits sur les 30 ans d'existence du produit, tout en ayant à côté 36 450 euros. Là, c'est quelque chose qui, pour moi, se fait chaque année. Chaque année, il faut qu'on se pose la question. Aucune obligation de versement, qu'elle soit de manière régulière, annuelle, mensuelle, aucune obligation. Par contre, au mois de décembre, et je trouve que c'est bien parce que ça permet de voir et d'avoir vraiment quel est le montant, on va dire, que je vais déclarer cette année, quel montant de mon impôt et surtout quelle est la trésorerie de l'année actuelle que je vais pouvoir confier à ce produit-là. Mais gardons ça en tête parce que le plan épargne retraite reste une très belle solution avec des avantages reconduits forcément sur 2022. Les réductions et crédits d'impôt de la vie quotidienne, ce qui se maintient en 2022 avec des fois des nouveaux plafonds et autres. J'ai voulu tout vous remettre sur papier. Donc, les dépenses familiales ou personnelles, garde des enfants hors du domicile. On est un petit peu plus de 8 millions à être concernés par ce crédit d'impôt. Donc, je vous ai remis les conditions. Enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier 2021. Donc là, on est sur la déclaration 2022. Crédit d'impôt de 50% des dépenses, plafonné à 2 300 euros par enfant à charge. Les aides perçues, bien entendu, notamment si je prends l'exemple de la CAF, vont venir en déduction de ce calcul. Également, les frais de scolarité, avec un crédit d'impôt, quand vous faites votre déclaration en fonction du niveau de scolarité de votre enfant. Les nouveaux plafonds, eux, ne sont pas encore actualisés. Pour rappel, on était à 61 euros par enfant au collège, 153 euros par enfant au lycée et 183 euros par étudiant dans l'enseignement supérieur. Comme chaque année, on peut présager qu'il y ait 2, 3, 4 euros supplémentaires, ce qui est un peu le cas chaque année, à la hausse par rapport à ce crédit d'impôt applicable. Emploi d'un salarié à domicile. Tout à l'heure, je vous ai montré que le crédit d'impôt pouvait être mensuel désormais. Au niveau des critères, on est sur 50% des dépenses plafonnées à 12 000 euros. Ces 12 000 euros vont être majorés toujours de 1 500 euros par enfant à charge. Et la première année d'utilisation en tant qu'employeur vraiment d'une personne à domicile, ce plafond de 12 000 euros, il est porté à 15 000. Donc uniquement la première année, mais possibilité d'avoir cet avantage supplémentaire. Petit point également sur la prestation compensatoire, notamment en cas là où on le voit le plus souvent dans les cas, en cas de séparation, en cas de divorce, donc versement du conjoint à l'autre conjoint en prestation pour compensation d'avoir des revenus communs pendant les années d'union. Là, on est sur une réduction d'impôt de 25% du capital à verser dans la limite de 30 500. Par contre, et ça c'est une règle nouvelle et autre qu'il ne faut pas déroger, le versement doit être effectué dans les 12 mois suivant le divorce. Donc quand je parle de divorce, je parle de non-conciliation vraiment le jour de la rédaction de cet acte-là. Je voulais également vous parler de tout ce qui était crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE. Donc CITE, on est sur la 4e année de mise en place. Les contribuables concernés, des moyens où il ne faut pas déroger, il faut être propriétaire de sa résidence principale. Tout locataire qui effectue des travaux dans son logement ne pourra pas prétendre à ce CITE. Donc propriétaire, et également des conditions de ressources qui sont vérifiées avec un revenu fiscal de référence à respecter en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage. Les équipements éligibles, alors pour ceux qui ont connu ou qui ont eu des crédits d'impôt, il y avait énormément de travaux qui étaient éligibles avant au niveau de la résidence principale. Sachez que depuis ces dernières années, les travaux, ce sont les dépenses, on va dire, concernant ces travaux-là, ont été restreints, mais concernent quand même pas mal d'équipements éligibles. Il faut que ce soit des dépenses avec facture, que ce soit professionnels qui répondent aux normes, critères, techniques demandées en fonction des travaux réalisés. Je vous ai mis quelques exemples qui reviennent quand même assez régulièrement. Pompe à chaleur, système de charge pour véhicules électriques. Système de charge pour véhicules électriques, sachez qu'on est sur un crédit d'impôt de 300 euros.
Donc 300 € pour… voilà, c'est sur cette somme-là, peu importe le montant d'acquisition, vous avez 300 € de crédit d'impôt. Également, tout ce qui est dépose de cuves à fioul, mais également matériaux d'isolation thermique, que ce soit parois vitrées, parois opaques, les pompes à chaleur, mais il faut qu'elles soient autres que RR. Enfin voilà, on est sur des normes qui sont de plus en plus restrictives, donc à bien regarder en fonction de votre bien et des travaux que vous voulez effectuer, mais toujours d'actualité. Crédit d'impôt, il va dépendre de la nature des travaux engendrés. La facture définitive doit intervenir sur l'année. Sachez que le paiement d'acompte ne déclenchera jamais d'avantage fiscal. Donc, si facture d'acompte de 20 ou 30% payée en 2021 et facture définitive payée en 2022, ce sera lors de la déclaration en avril-mai 2023 que nous pourrons intervenir. Focus aussi sur l'immobilier, qu'il soit en direct ou en collectif. Quand je parle de collectif, je parle des SCPI. Voilà, tout ça va garder son cap sur 2022. Les niches fiscales immobilières sont toujours existantes. Les SCPI défiscalisantes aussi. Donc, les ventes en l'état futur d'achèvement, le Pinel, je vous en ai parlé. Mais le LMNP, qui ne laisse pas sa part non plus. Donc, le loueur meublé en résidence de service, donc en non professionnel. Deux options possibles et une notamment qui est reconduite, c'est-à-dire l'option Censi-Bouvard. Donc l'option Censi-Bouvard, voilà, comme chaque année, c'est vrai qu'on s'attend à un arrêt au 31 décembre, mais reconduction pour 2022. Donc là, on est sur une réduction d'impôt de 11% du prix du bien en hors taxe, car le statut LMNP permet d'acquérir un bien en hors taxe. Et également l'option amortissable, où là, on va se mettre comme un professionnel et pouvoir amortir la valeur vénale de l'immobilier ainsi que le mobilier. Donc, reconduction du Censi-Bouvard sur 2022. L'investissement dans l'ancien, dispositif de Normandie, toujours d'actualité. On est comme le dispositif Pinel, avec les mêmes taux de réduction, sauf que là, on va être sur des logements dans l'ancien, pour revitaliser un petit peu des villes moyennes qui ont été arrêtés notamment de par ce dispositif Pinel. Je peux penser à la zone B2, qui était, d'ailleurs, je la prends en exemple, qui était avant toute une zone éligible, donc tout ce qui était agglomération de plus de 50 000 habitants, qui était éligible au dispositif Pinel, qui ne l'est plus, et qui, du coup, on peut retrouver dans le dispositif de Normandie. Donc là, on va être sur de l'ancien, avec des gros travaux de rénovation et autres, mais les mêmes taux que le Pinel. Après, quid de l'évolution des taux de réduction? Est-ce qu'ils vont être les mêmes que sur le de Normandie, avec une baisse des taux ou un de Normandie plus qui va être créé? Voilà, là, on est pour l'instant un petit peu dans le flou. Le déficit foncier, qui va être également, bien entendu, encore d'actualité, avec, là, on est sur de la grosse rénovation lourde de biens entièrement à réhabiliter. Et l'immobilier de restauration sur secteur sauvegardé. Dispositif Malraux, là on est sur une réduction d'impôt qui va correspondre à 30% des travaux effectués. Là on est sur du bien d'exception, sachez-le, tout comme le monument historique. Donc là, sur des biens de prestige, de sauvegarde, hein, bien entendu, mais dont les dispositifs sont également reconduits et où on va être sur des engagements de location, pour rappel, qui sont de 9 ans. N'oublions pas les SCPI défiscalisantes, car quand je parle de l'immobilier en collectif, je parle bien entendu de ça. Donc les SCPI qui sont un placement collectif à capital fixe, qui collecte l'argent des particuliers en vue de l'investir dans un parc locatif et d'en assurer la gestion. Donc là, on va acheter un petit peu comme un pot commun, c'est-à-dire qu'on est à l'inverse de l'immobilier en direct. On est, on est sur un pot commun, ce qui permet du coup d'avoir un billet d'entrée en général qui va être de minimum 5 000 €. Quand on regarde l'immobilier en direct, forcément, là, on va être sur des tickets d'entrée beaucoup plus simples et qui vont concerner beaucoup plus de personnes. Également sur une simplicité de gestion, diversification du patrimoine, accessibilité sur différents types de marchés, différents secteurs géographiques. On est souvent sur de l'immobilier de bureau. On peut prendre l'exemple de l'immobilier de bureau en région parisienne. Voilà, on va toucher du doigt une mutualisation, une rentabilité hyper intéressante.
Et ce qui est important de rappeler sur ce début d'année, c'est que c'est l'année de souscription qui fait foi pour le début de la réduction d'impôt. Donc, c'est important de le rappeler, même si nous sommes qu'au 14 janvier et qu'il y a le temps de regarder tout ça. Mais la souscription de l'année fait foi. Donc, ça laisse le temps de regarder sur quel secteur géographique, sur quel secteur commerce de proximité ou autre, quel type d'immobilier on veut se pencher. Parce que la SCPI fiscale défiscalisante, elle va toucher les dispositifs qui sont inscrits au-dessus. Donc, on va avoir la SCPI Pinel, on va avoir la SCPI de Normandie, la SCPI Malraux, la SCPI de déficit foncier. Et elle va pouvoir répondre aussi vraiment à votre montant d'impôt, mais vraiment à l'euro près, parce que le fait d'être sur un billet d'entrée de 5 000 €, ça va pouvoir étendre le champ des possibles sur le montant qui soit vraiment en phase avec le fait de gommer, si vous le souhaitez, l'intégralité de votre impôt. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette année 2022. Vous rappelez ce qui est encore en phase avec la fiscalité actuelle, que ce soit immobilier, financier. Les petites nouveautés, que ce soit les tranches marginales d'imposition, les plafonds, les pourcentages de réduction, le crédit d'impôt mensuel, voilà, toutes ces petites nouveautés, sachant que je continue à mettre une parenthèse, mais avec une année 2022 et des élections à venir, je pense que tout le monde, dans les semaines à venir, hommes politiques et autres, vont vouloir nous allécher de pas mal de mesures fiscales qui, est-ce qu'elles verront le jour? Je ne sais pas, mais là, au moins, j'ai voulu montrer ce qui était déjà présent et ce qui allait continuer de l'être sur cette année. Merci beaucoup Claire pour cette présentation très complète. J'ai quelques questions. Alors, il est 13h30, on va essayer d'être efficace pour répondre à toutes vos questions. Alors, beaucoup de questions sur le PER, mais avant ça, j'avais une question, excusez-moi, je remonte tout ça. Des questions sur le taux actuel en loi Pinel. Est-ce qu'il faudra donc investir sur un logement RE 2020 ou si c'est que sur le RE 2020 que la réduction s'appliquera? Il y a bien deux choses. 2022, déjà, voilà, on part du principe que cette année, on la garde sous le coude. C'est encore les taux qui sont actuellement en place depuis 2014. Par contre, dès 2023, c'est là où on va bien faire deux distinctions. Distinction du Pinel actuel, avec les conditions RT 2012, comme on l'entend au jour d'aujourd'hui. La baisse des taux en 2023, première baisse, deuxième baisse un peu plus significative en 2024. Pour qu'en 2023 et 2024, on maintienne les taux actuels du Pinel comme on l'entend, il faudra là qu'on soit sur un bien Pinel Plus qui répond aux normes environnementales 2020. Donc avec des normes un peu plus poussées, c'est ce que je disais, je n'ai pas encore clairement les définitions précises, mais avec forcément aussi à côté une augmentation du coût de la construction, c'est certain. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, ce sera toujours une bonne solution, mais on aura des taux 2022, pas de débat, 2023, 2024, de distinction, Pinel Plus ou le normal. D'accord, très bien. Et si on passe sur le PER, donc on me parle des frais en fait, qui sont appliqués au PER, quel doit être le rendement du produit pour que ça en vaille la peine? Alors, déjà, le rendement du produit, il va dépendre du profil d'investissement. Et le profil, il va dépendre aussi de l'âge de la souscription par rapport à l'âge de départ à la retraite. Dans l'exemple de la personne que je prenais qui a 35 ans, on est sur un horizon très long terme. Et on est sur un produit qu'on ne peut pas récupérer. Donc déjà, c'est même pas… on se dit qu'on est sur 30 ans de placement. 30 ans de placement, horizon long terme, ça va nous permettre de toucher du doigt les marchés financiers, les marchés immobiliers. Même s'ils sont fluctuants, on se rend compte qu'avec des versements programmés, on lisse le risque et c'est comme ça qu'on aura le meilleur taux de performance. Donc, pour moi, en fonction du départ, on va dire, à la retraite, il faut qu'on pousse à prendre un petit peu de risque et de performance sur les marchés pour que ce soit en mandat de gestion où on ne s'occupe de rien, hein, c'est-à-dire que ça va être le partenaire et l'assureur qui va investir pour vous. Nous, on va juste choisir un profil de risque. Mais si on est sur une tranche à 30, il faut aller chercher de la diversification
Et on peut se dire que les fonds euros vont être entre 1,5 et 2% là, enfin, tout de suite, même s'ils vont plutôt tendre avec l'inflation peut-être à augmenter un petit peu. Les marchés immobiliers, on peut prétendre à un plus 5%, moins 5%, histoire qu'on ait en tête une fluctuation. Et les marchés boursiers, où là, voilà, la fluctuation va être beaucoup plus importante. On peut des fois se baser sur un plus 20, moins 20. Mais sur un horizon long terme, il faut diversifier et se dire qu'on va chercher un niveau de performance qui peut être entre 5 et 10% sans aucun souci sur du long terme, qui permet et surtout d'amoindrir la fiscalité de sortie, parce que la fiscalité de sortie, elle va concerner l'intégralité du capital versé. Donc, ce qu'on va gagner d'un côté pour éviter de faire une opération neutre et le perdre à la sortie, pour aller chercher et booster son rendement. Et du coup, on me demande si on peut avoir plusieurs PER comme pour l'assurance vie. Sans problème. Complètement. Oui. Et c'est pour ça que le côté transfert est à approfondir, parce que des fois, on se rend compte qu'on avait des produits d'ouvert, que ce soit de par les anciens employeurs, dans les banques pour une prise de date à un moment ou un autre, ou chez son assureur. Donc oui, on peut en avoir plusieurs, d'où le gros intérêt aussi pour les personnes qui ne l'ont pas fait, qui ont l'habitude de verser sur ces produits retraite, de prendre date sur les nouveaux PER individuels, qui, eux, ont la cause de sortie, notamment de l'acquisition résidence principale, et qui peuvent, du coup, déterminer le fait de sortir 100% en capital. Et justement, quand on fait une sortie en capital, le versement est imposé au titre de l'impôt sur le revenu ou pas? Oui, absolument. Sauf si on n'a pas bénéficié de l'avantage du PER pendant les années d'activité. Si on n'a pas bénéficié du côté où ce qu'on a versé vient en déduction du revenu imposable, non. Par contre, on ne peut pas avoir le double avantage d'avoir eu l'avantage fiscal à chaque versement et d'avoir du coup l'avantage fiscal de ne pas être imposé sur le capital à la sortie. Et c'est bien l'intégralité des sommes versées. Hein. Ok. Et là, j'ai une personne qui pense à faire une surélévation d'une résidence principale avec une acquisition qui date de moins de 10 ans. Est-ce que ça constitue un critère de déblocage du PER? Non. Il faut qu'on soit sur un montage financier, soit de construction, soit d'acquisition. Le seul côté travaux, non. Après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a les éco-prêts, il y a les CITE aussi, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Mais non, au niveau fiscal, on ne sera pas sur un cas de sortie du plan épargne retraite. Là, il faut vraiment qu'on soit sur un nouveau projet de constitution de patrimoine. Ok. On me pose aussi des questions. Alors ça, je pense que ça va être la surprise de 2022. Si tu sais un peu à quoi on peut s'attendre au niveau de la fiscalité sur la transmission sur cette année. Alors là, on en entend. Alors là, quand je disais tout à l'heure, je pense que dans les semaines à venir, on va entendre plein de promesses je pense que c'est clairement le côté transmission, le côté plafond, le côté assurance vie aussi, qui est énormément évoqué actuellement. Parce que l'assurance vie, ça fait de nombreuses années que les avantages fiscaux n'ont pas été touchés. Je pense aussi que ça vient du fait que beaucoup sont concernés et que ça engendrerait pas mal de modifications. Mais non, j'ai pas. Je regarde sur différents médias, sur différentes sources, mais voilà, rien qui peut me faire avancer à votre niveau. Il parle de plein de choses, mais je pense que ça va être vraiment un débat animé sur 2022 de chaque côté parti politique. Et on a une petite question technique. Alors là, tu parlais des déductions fiscales, tu parlais de frais de scolarité et de certains montants qui pouvaient être déduits. Les montants annoncés, c'était bien des montants annuels, on est d'accord? C'est pas des montants. Oui. En fait, c'est le montant annuel donné par l'administration fiscale pour chaque enfant en études. Et il y a une distinction entre le collège, lycée et études supérieures. Sachant qu'avant le collège, on n'a pas de crédit d'impôt versé. Ça commence collège, lycée et enseignement supérieur jusqu'aux 25 ans révolus, jusqu'au 31 décembre des 25 ans de l'enfant qu'on évoque. J'ai une autre question sur le PER. Désolée, j'y reviens. Le transfert d'une épargne préfonds sur un PER ouvre-t-elle le droit à une réduction d'impôt? Alors, tout transfert ne donne pas droit à une réduction d'impôt.
les transferts, c'est l'avantage de se dire, eh ben, je vais passer d'une diversification ou d'un rendement aujourd'hui peu élevé à quelque chose d'un peu plus rémunérateur. Par contre, tout transfert ne redonne pas droit à un avantage fiscal. Ça va être tout versement complémentaire. Par exemple, je sais pas, je rachète un contrat d'assurance vie, je clôture un plan épargne logement, je fais un virement, je prends de l'argent de mon salaire. C'est toute nouvelle souscription et versement sur ce plan épargne retraite, mais pas le transfert. Le transfert ne peut pas donner droit à un deuxième avantage fiscal. On va prendre une dernière question parce que j'ai des petits messages. Certaines personnes sont obligées de reprendre le travail. Eh bien, oui. Ouais, et puis c'est surtout que je peux après répondre aussi, en message perso, il n'y a pas de souci. Oui. De toute façon, on va vous partager un lien. Vous l'aurez automatiquement à la fin du webinaire. Vous aurez un lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à être appelé par un de nos experts. C'est la meilleure façon pour avoir une réponse complète et puis surtout adaptée à votre profil, à votre situation. Juste une dernière question, du coup, finalement, l'intérêt d'avoir plusieurs PER si finalement l'enveloppe fiscale reste la même. L'intérêt, c'est surtout depuis 2019 que ce plan épargne retraite individuel a été créé et avoir le seul intérêt, c'est d'ouvrir ce nouveau PER pour pouvoir bénéficier de cette porte de sortie en capital à 100% et de bénéficier de éventuellement ce côté acquisition résidence principale si on veut débloquer du capital. C'est tout. Sinon, voilà, qu'on les ait et avoir un rendement en fonction de la compagnie choisie. Hein. Mais fiscalement parlant, on ne peut pas avoir double avantage. Ce qui a déjà été fait a été fait. Ce dont vous avez bénéficié, c'est bon. Mais là, les avantages, c'est bénéficier de la sortie en capital, de la cause de rachat résidence principale, et puis pourquoi pas de chercher une rémunération un peu plus attractive sur une compagnie qui a des fonds un peu plus structurés ou performants. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour toutes ces précisions. On y voit plus clair sur cette année 2022 avec nos réserves. Présence. Merci à toi. Juste, j'en profite tant que je vous ai encore tous en ligne. Je vois que vous partez au fur et à mesure. Je vous partage le lien vers notre futur webinaire, notre prochain webinaire qui aura lieu le 28 janvier, qui sera animé par Thomas Collat et qui va parler de la retraite. Quand commencer à préparer sa retraite, quelles sont les étapes à ne pas manquer. Voilà, inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de tous ces conseils. Voilà, encore merci Claire. Avec plaisir, merci à vous. Et puis bon après-midi. Au revoir. Merci à vous.